Mais quelle est donc la véritable raison qui se cache derrière ce choix étonnant? Et aujourd'hui, spécialement pour vous, on va découvrir cette réponse en avant-première et en exclusivité totale, et c'est vraiment fascinant. De la toute nouvelle Audi E5 Sportback. J'ai donc l'occasion exclusive de la conduire pour vous, de la tester, de vérifier l'extérieur, l'intérieur et la technologie. Est-ce que cela pourrait être l'un des nouveaux modèles Audi cruciaux qui montrent la voie que la marque va prendre? Récemment, nous avons présenté l'Audi Concept C. Nous allons aussi parler des différences et également des similitudes. La différence, c'est que l'Audi Concept C est un concept car. Celui-ci, on le voit déjà sur la route. Il y a eu 10 000 commandes en 30 minutes lors du lancement, donc ce véhicule a forcément quelque chose de spécial. Quels sont les secrets et les innovations à savoir? C'est Thomas sur AutoGeful en 4K, plein écran et en intégralité. Allons-y. Ce modèle, l'Audi, représente essentiellement une toute nouvelle sous-marque qui a été conçue spécialement pour le marché chinois, jusqu'à présent. En 1909, Audi a lancé en fait la marque avec une inscription et pas encore les anneaux. Mais sur le marché chinois, certaines voitures allemandes traditionnelles posent un véritable problème, notamment en raison de leur design perçu. Elles réussissent en moteur à combustion. Mais côté électrique, les clients chinois veulent quelque chose de plus frais, plus moderne, plus d'innovation et aussi un meilleur rapport qualité-prix. Et c'est exactement ce qu'ils essayent de faire ici maintenant avec la nouvelle marque Audi, mais Audi en lettrage. Et le 5 Sportback est le tout nouveau modèle. Et jusqu'à présent, ça fonctionne plutôt bien au niveau des précommandes. Et on peut voir qu'il y a aussi cet éclairage intégré dans la peinture, ces sortes de bandes lumineuses qui font tout le tour. Très intéressant. On va aussi pouvoir vous ouvrir le capot prochainement. Et ensuite, on va également parler des prix parce que à quel prix il propose ce véhicule ici. Et vu la taille de la batterie, entre autres, c'est en fait assez dingue. 4,428 mètres, soit 192 pouces. Donc, c'est une voiture de taille raisonnable, assez grande, proche d'une Audi A6 e-tron, jante de 19 ou 20 pouces. En 20 pouces et noir, ici, l'inscription Audi, pas les anneaux. On peut aussi le tourner, il reste toujours droit comme ça. En option, ou inclus dans la finition supérieure, il y a la suspension pneumatique et la direction arrière. Vraiment tellement bourré de technologie. Voici la trappe de recharge et vous aurez le choix entre différentes batteries. S'ouvre électriquement, recharge AC et DC avec 390 kW en pic. Début par la batterie LFP de 76 kWh, la plus petite, puis une milieu de gamme à 83 kWh. Et pour terminer, la batterie haut de gamme que nous avons ici fait environ une centaine de kWh. Et celle-ci promet également l'autonomie la plus élevée, bien sûr. La recharge de la batterie moyenne n'est pas si rapide, mais la batterie LFP est super rapide, 13 minutes. Et celle-ci, la 100 kWh, 17 minutes de 10 à 80% de charge. Les chiffres de recharge sont aussi plutôt bons, et à l'arrière, on retrouve la marque Audi, sans les anneaux. Et puis le feu rouge ici intégré directement dans la peinture, c'est vraiment le look spécial. Il partage aussi certaines similitudes avec la Skoda Vision O, présentée récemment sur le marché européen. On voit donc que cette influence du design circule au sein du groupe Volkswagen. Et celui-ci aussi reprend certaines idées de design de l'Audi Concept C. Et on peut même dire qu'au contraire, celui-ci intègre déjà certains éléments de l'Audi Concept C dans le véhicule de série. On voit donc qu'il y a une forte influence entre l'équipe marché chinoise et l'équipe marché allemande qui échangent constamment des idées et du contenu design. Au final, l'objectif est que Audi redevienne d'une part plus Audi et plus allemand. D'autre part, surtout pour les clients de véhicules électriques présents ici en Chine, ils souhaitent cibler un public plus jeune et résolument plus innovant. C'est une approche très intéressante, en effet. Ils l'appellent Sportback. Nous, en Europe, on utilise ce mot peut-être pour un design qui s'étire un peu plus vers l'arrière. Pour nous, on pourrait aussi le considérer comme un break, mais c'est indéniablement un vrai haillon que vous pouvez d'ailleurs clairement entendre. Vraiment ouvert entre le U et le D, ou appuyé sur la télécommande fonctionnerait aussi. Juste pour vous montrer très brièvement, nous allons faire une revue approfondie du coffre également. Pour moi, c'est plus un break, mais Audi l'appelle ici Sportback, très intéressant. Bientôt à nouveau plus sur toutes les fonctionnalités intérieures.
Donc c'est vraiment une sorte d'histoire, vous savez, parce que les constructeurs allemands ont eu des difficultés sur le marché chinois. Les moteurs thermiques restent très désirables, mais avec les véhicules électriques, ils doivent rivaliser avec ces prix très compétitifs. Et celui-ci ici, avec sa grande batterie et aussi ses excellentes performances d'accélération. Avec la version intégrale haut de gamme, c'est 3,4 secondes de 0 à 100 km par heure, presque 800 chevaux. Et pour l'entrée de gamme, elle affiche déjà un temps de 6,1 secondes, vous voyez. On peut avoir de grosses batteries et d'excellentes performances. Le moteur arrière est toujours le plus puissant. Donc on garde cette préférence pour les roues arrière. Ils veulent revenir à l'idée originale de la 4 roues axée sur l'arrière, la recharge rapide, puis l'extérieur très moderne, et on va aussi vite arriver à la finition de l'intérieur. Et je peux déjà vous parler des prix, vous n'allez probablement pas le croire, cette voiture coûte entre 30 000 et 40 000 euros. Et c'est comme, comment est-ce même possible? Quand on regarde maintenant les détails intérieurs. Alors nous passons maintenant à l'intérieur. Laissez-moi ajouter une précision sur les prix. On ne peut pas comparer directement les prix sur le marché chinois avec ceux en Europe ou aux États-Unis. Aux États-Unis, les prix des voitures sont relativement bas par rapport au niveau des salaires. Si on compare à l'Europe, par exemple, les voitures coûtent vraiment cher. En Allemagne, ça reste encore acceptable. Mais dans les pays européens à forte fiscalité, surtout sur les voitures de sport, par exemple, mais sur le marché chinois, les salaires sont bien sûr plus bas, l'énergie coûte moins cher et ainsi de suite. Ils misent aussi sur les véhicules électriques, profitant des aides fiscales. Et les immatriculations sont plus simples, même pour les thermiques. Quand l'immatriculation coûte 10 000 euros, le virage électrique s'impose. Mais ici maintenant, qu'est-ce qu'on a pour l'intérieur ici? Et il faut quand même dire que le prix auquel il le propose reste un peu fou, mais par exemple, une modèle 3 performance d'essai serait un peu plus chère, la Xiaomi SU7. Celle-là serait un peu moins chère, mais elles sont toutes plus ou moins dans la même gamme de prix. Et puis ici, donc voici le porte-clés. Des ouvertures sur le côté et quelques particularités. D'abord, ce sont des rétroviseurs numériques. On peut aussi opter pour des rétroviseurs standards. Voici le rétroviseur caméra qui est très bien intégré. Le modèle haut de gamme est aussi équipé de portes automatiques. Il suffit d'appuyer sur ce bouton pour qu'elle s'ouvre entièrement. Toujours des va-et-vient avec ces portes auto, j'en suis pas fan. T'asseoir, freiner et ça se referme, c'est vraiment sympa comme fonctionnalité. En général, je préfère les portes manuelles. Les vitres ici ont une stratification. Alors, vous pouvez le voir ici, il y en a à l'avant et à l'arrière. Et maintenant, on peut regarder ensemble à l'avant parce que je le déverrouille ici. Déverrouillage double, une ouverture manuelle rapide. Voilà. Et bon, le truc ici, c'est que c'est un coffre avant vraiment tout petit, faut le dire. Du coup, peut-être juste un petit câble de charge ici et c'est vraiment tout. Bon, cet intérieur est vraiment hyper intéressant. On passe aux détails. Le dessus est aussi en simili-cuir doux, très agréable et de bonne facture. Et ici, on a du vrai bois. Différentes couleurs sont disponibles et il y a aussi ce motif spécial sur le côté. Waouh, ça a carrément exigé un sacré boulot. C'était pas de la tarte, c'est sûr. Là, j'ai du microfibre. Différentes finitions et couleurs sont disponibles, celle-ci en vert foncé. Et là, de vrais clics pour les leviers de fenêtre. Et oui, c'est le son de clic typique d'Audi en fait. Ensuite, ici, c'est un rangement plutôt rigide, au moins avec un tapis en caoutchouc au sol, le système audio Bose que vous avez ici dans ce tissu gris, et on retrouvera plus de tissu gris dans l'habitacle très bientôt. Vous pouvez voir ici, ces badges d'entrée sont encore protégés, je pourrai les déballer bientôt pour vous ou quelque chose comme ça. Le volant, encore une fois, aussi avec de vrais boutons, des sons de clic ici, également les sons de clic Audi pour ces boutons aussi sur le côté droit et l'inscription Audi ici. Vous pouvez voir l'intégration des caméras rétroviseurs et celle-ci fonctionne. Donc je pense que l'intégration est plutôt cool parce que c'est près du volant, l'autre de l'autre côté bien sûr, et vous pouvez voir cet écran ici qui couvre. Pour l'habitacle, on retrouve différents écrans individuels qui s'étendent sur toute la largeur de gauche à droite. Quant aux sièges, ils sont en microfibre intégrale avec une partie supérieure en tissu où figure l'inscription Audi. Encore une fois, ils ont l'air très sympas avec leur belle perforation et la ventilation des sièges qui est disponible. Le chauffage des sièges est bien présent. Cela semble très prometteur. Je ne suis pas sûr de choisir le vert, c'est une simple affaire de préférence. D'autres réglages disponibles.
vous pouvez ajuster le siège verticalement et horizontalement ici. Et vous pouvez aussi sauvegarder votre position. Ainsi, votre profil conducteur est prêt à votre retour. Ce que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est ce tissu gris sur le plafond à l'avant et par exemple aussi là sur le pare-soleil, vraiment grand avec une lumière. Voyons si on peut aussi l'étendre un peu. Non, impossible. Mais le pare-soleil est très souple quand j'appuie ici, par exemple. C'est donc une bonne première évaluation de la qualité intérieure. Pour la position de conduite, c'est vraiment agréable avec le dossier. Peut-être que ça pourrait être un peu plus moelleux, vous voyez, au niveau de la zone des ischions, mais on verra ça après une conduite plus longue. Pour l'instant, c'est axé sur le marché chinois. Et elle a également une voiture sœur chez SEG Motor Corporation. Ici, Audi SEG, il s'agit de leur co-entreprise, la même que celle de Volkswagen, et ils en possèdent même une autre en plus. Il y a des raisons historiques à ça. Et là, on voit qu'avec 1,89 m, il reste encore de la place au-dessus de la tête jusqu'à ce toit panoramique fixe qui est aussi teinté ici. On peut le faire automatiquement, mais le mode manuel est aussi possible. Donc là, si j'ai les portes automatiques, j'appuie juste sur le frein ici et puis la porte se ferme. Côté pratique, c'est clair. Et là, on le voit encore, la dimension spatiale. C'est un peu lié à toi avec la console centrale, je dois dire, avec ce vrai toit électrochrome au fait. Donc c'est plus qu'un effet d'assombrissement. Là, le soleil est vraiment bloqué. Les constructeurs disent souvent avoir un toit électrochrome, mais ce n'est pas un vrai toit électrochrome dans le parce qu'il s'assombrit de manière progressive, mais il bloque véritablement les rayons du soleil de l'extérieur, offrant une protection équivalente à celle que proposait l'ancien modèle Mercedes SL. Là, vous pouvez voir que ça prend pas mal de temps, mais c'est une vraie teinte qui s'installe. Les autres, qui s'assombrissent très vite, en quelques millisecondes, comme on voit sur beaucoup de nouveaux véhicules, c'est plutôt un effet de style, pour ainsi dire, ou peut-être à quel point l'intérieur est brillant, mais ils n'ont aucun effet sur le soleil. Mais là, vous pouvez voir comment ça devient progressivement de plus en plus sombre. Et quand on le filme depuis l'extérieur, on observe clairement qu'il réfléchit véritablement la lumière du soleil. Donc une chose vraiment très intéressante. Et en réalité, la technologie supérieure, bien qu'elle soit plus lente, est véritablement préférable. Là, vous pouvez voir que comme ça vient du côté, on peut déjà voir maintenant que c'est presque noir, en gros. Et au milieu, c'est encore un peu plus clair. Très intéressant. Je peux aussi le faire manuellement, mais on peut aussi activer l'atténuation automatique. Mais le plus impressionnant, c'est vraiment ça. On a les caméras miroirs, puis l'écran central ici, et enfin cet immense écran qui traverse tout le tableau de bord. Très net, matériel et logiciel différents. Ça pourrait montrer la voie aux véhicules euro-américains, c'est sûr. Le logiciel, cependant, d'après la visualisation, est assez similaire à celui des modèles Audi européens. Et on voit que c'est vraiment rapide, en fait. Voici les réglages de la voiture. Et aussi à quoi ressemblent les animations, vous voyez? Tout est vraiment d'une clarté cristalline et on voit parfaitement comment tout bouge et ainsi de suite. C'est super rapide. C'est d'ailleurs exactement ce qu'on attendrait des logiciels des fabricants locaux. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les Chinois préfèrent se tourner vers les fabricants locaux. Ils aiment toujours Audi, BMW, Mercedes, ou BBA comme ils disent pour Benz, BMW et Audi, ou BMW, Benz et Audi. Les Allemands leur offrent des choix adaptés à leurs envies. Ils adorent nos marques, mais disent parfois que le logiciel inclus est un peu lent. Et là, maintenant, c'est différent pour répondre à ces besoins. Et aussi cet immense espace passager qui est vraiment réputé ici sur le marché chinois également. On a davantage de microfibres ici en bas. C'est très agréable. Ça donne à l'intérieur une ambiance plus chaleureuse. Peut-être en revenant, vous savez, à une philosophie de design plus ancienne, tout en intégrant aussi une approche moderne avec ce plafond gris ici tout autour, créant une sorte d'ambiance de salon. Alors, c'est les deux en une. D'un côté, ambiance salon avec microfibres, tissu gris, etc. En même temps, on bénéficie d'une technologie plus moderne avec encore plus d'écrans qui font tout le tour. Mais je dois dire, que la plupart des véhicules électriques chinois ont juste un grand écran qui surgit là, comme Tesla. Ici, c'est plutôt la tentative de l'intégrer un peu plus dans le cockpit et de le refermer comme une coquille. C'est plutôt cool. Je trouve que c'est une idée très intéressante. On pourrait même rouler ici sur ce coussin, ça serait aussi possible. Mon autre véhicule, Audi, donc oui, différentes fonctionnalités ici,
Ce socle de charge inductive, 50 watts en fait intégré derrière ce pilier en bois et de vrais plats tournants. Par exemple, cette partie est entièrement dédiée à l'unité climatique. Oui, et on a également vu quelque chose de similaire dans l'Audi Concept C. Et ouais, ça c'est par exemple l'unité climatique. Je peux appuyer ensuite pour la désactiver par exemple. Et sur la gauche, ça c'est la molette de volume ici. Donc là, on peut voir les cadres rotatifs faire leur retour chez Audi. Donc plus de technologie, mais aussi l'ancienne philosophie en même temps. C'est un truc dynamique. Là, par exemple, à l'instant, je peux choisir les différents modes de conduite disponibles. C'est capacitif, mais je peux aussi, par exemple, les modes de conduite. Et puis quand j'appuie depuis la partie inférieure ici, alors les modes de conduite changent en fait. Mais d'autres contenus peuvent s'afficher ici. Plus de bois. Je glisse pour ouvrir. Des portes-gobelets ajustables, beaucoup d'espace et aussi l'accoudoir divisé juste ici avec plus d'espace de recharge USB-C en dessous. Je trouve donc la logique du cockpit très intéressante. D'un côté, des éléments modernes, mais aussi ce que nous, passionnés d'automobile, voulons, une vraie molette pour la température, par exemple. Pour ce qui est de la question, convient-il aussi au marché européen? Peut-être que la position de conduite pourrait être un peu plus optimisée pour les passagers de grande taille. C'est peut-être juste mon cas personnel, mais pour quelqu'un de moins grand, ça ne pose sûrement pas problème. C'est la seule chose à optimiser pour l'Europe ou les États-Unis. Tout le reste pourrait très bien fonctionner ici aussi, à mon avis. Et puis, ils ont déjà les cadrans manuels ici, sur le volant, c'est déjà en place. Et au niveau de la partie centrale, vous avez en fait, est-ce qu'il y a du noir laqué? Ça ressemble aussi à l'Audi Concept C. Il n'y a pratiquement plus de noir laqué. Oui, nous avons les bordures des écrans, mais elles sont plus petites que par rapport au modèle Audi actuel en Europe et aux États-Unis. À part ça, tout est vraiment plus proche d'une ambiance de salon chaleureuse. C'est vraiment plutôt cool. J'ai aussi très hâte de découvrir cet échange de design entre eux. Je me demande au fait s'il y a une boîte à gants, mais ça n'a pas l'air d'être le cas, non? Et là, je vous montre l'autre intérieur. C'est une finition différente avec d'autres couleurs. Ici, la microfibre blanche ou claire. C'est vraiment magnifique. J'adore ça. Et aussi, le bois mat vraiment clair ici. Du coup, c'est vraiment ma combinaison préférée en fait avec le blanc et le bois clair. Ouais, j'adore vraiment ça, je dois dire. Et encore une fois, comment tout se ressent avec la surface mat ici et beaucoup de microfibres. Et on peut aussi mieux voir ici l'intégration de l'éclairage ambiant. Le truc spécial avec ça, c'est qu'on ne voit pas la bande lumineuse. C'est aussi, une fois de plus, cette approche plutôt discrète ou subtile. On peut aussi le voir au niveau des sièges ici, où la source lumineuse est invisible. Mais on voit bien la lumière, la bac elle-même. Pas la bande lumineuse par contre. Et c'est exactement pareil pour celle-ci. Ce bois à effet moiré à l'intérieur, on n'arrive absolument pas à distinguer la source lumineuse. On retrouve encore l'éclairage ambiant. Intégration très subtile. Beau travail. Et je dois honnêtement avouer, en l'observant, en le ressentant et en touchant chaque élément, c'est vraiment du next level. Et on se demande comment celui-ci peut être, niveau prix, en dessous. Alors que les produits standards d'Audi, BMW, Mercedes, lui, sont inférieurs en sophistication et en intérieur, clairement. Surtout quand on observe les derniers modèles. Mais il subsiste quelques exceptions. Par exemple, il n'y a pas de poignée ici, sur le dessus, vous voyez, donc ils doivent économiser ça, par exemple. J'aime bien des poignées séparées, surtout pour les passagers ou derrière. Alors, pas pour tout, c'est très clair, mais surtout ici, où l'on voit que tout est bien recouvert. Et puis, la console centrale, beaucoup d'espace. En plus, ici, en dessous, c'est vraiment bien fait. Bien entendu, vous pouvez personnaliser l'éclairage d'ambiance. J'ai choisi le violet afin qu'il s'harmonise avec la teinte extérieure. Et il y a aussi quelques Easter eggs intéressants à découvrir car cette partie centrale ici, où se trouve la voix, ressemble à une souris Apple Magic Mouse, n'est-ce pas? Léa va bientôt vous montrer ses fonctionnalités spéciales d'Easter egg ici. Une autre chose intéressante est aussi que cette unité climatique, que je la garderai toujours, l'unité climatique, on pourrait également l'assigner à différentes fonctions. On pourrait aussi l'utiliser comme potentiomètre pour la vitesse du ventilateur ou d'autres fonctions. Tu peux donc les personnaliser à l'extrême à l'intérieur selon les fonctions spécifiques que ces éléments doivent accomplir pour toi. Maintenant arrive l'instant que j'attendais et que tant d'autres passionnés d'autogefühl espéraient vivement, ce fameux passage où Léa nous montre d'autres fonctions. Et il y en a des vraiment sympas, je vous l'assure. Good Donc, luck. avec I can amour, show you. que veut-elle dire? Cet assistant IA gère aussi l'écriture manuscrite. Je vous l'ai montré.
Et si vous mettez un cœur ici, oh, That's vous so obtenez des cœurs cute. à l'écran. And Deuxième, oh, oh. regardez attentivement le rétroviseur central arrière. Watch out. Fireworks. Il commence à se faire vraiment très tard aujourd'hui. Oh, donc on dirait qu'une simple bande lumineuse nous guide vers des And feux then d'artifice et la troisième. Allez, c'est parti maintenant. circle. Le cercle. Ils sont éteints, ils sont en violet pour matcher la Yes, couleur de yeah. l'Audi, des balles de tennis. Et attendez une minute, patientez un peu, laissez-moi réfléchir à ce détail. Ouais, je suis vraiment persuadé que la marque classique aux anneaux Audi n'aurait jamais osé intégrer de tels éléments dans la voiture. C'est évident. Ils ne sont pas nécessaires, mais c'est cool. Ouais, c'est aussi amusant. On passe vite en studio pour vous montrer une autre couleur de véhicule. Voici ce qu'on pourrait appeler la couleur violette style Provence, celle que l'IA apprécie vraiment. Nous avions la Panamera dans une couleur similaire. Vous vous en souvenez peut-être. Le Macan aussi, je crois. Je pense vraiment que ce véhicule a aussi beaucoup d'éléments Porsche. Et si vous regardez de face, mais aussi de l'arrière, ça pourrait aussi un peu ressembler à une Porsche Taycan Sport Turismo. Dites en commentaire, lequel préférez-vous? Celui-ci ou la Porsche grise vue précédemment? Celui-là a aussi des jantes de 20 pouces. Là, dans cette, disons, version Spider bicolore, c'est plutôt cool en fait. La largeur des pneus, c'est toujours important d'ailleurs. Celui-ci a à l'avant du 245 avec les jantes de 20 pouces. Il y a aussi les jantes de 19 pouces disponibles. À l'avant, la largeur reste la même. À l'arrière, par contre, on a du 285. Et si vous optez pour les jantes de 19 pouces, vous aurez du 275 à l'arrière. Ce n'est pas la plus grande différence, mais bien sûr, plus les pneus sont larges, plus il y a de résistance au roulement, donc le 275 sera un peu meilleur pour l'économie. Et aussi, si vous choisissez la version uniquement à propulsion arrière, celle avec la meilleure autonomie, ce sera les jantes de 19 pouces avec la batterie de 100 kWh et la propulsion arrière uniquement. Ce sera la version optimisée pour l'autonomie. Une fois de plus, quand elle est en studio, on voit très bien ici, même dans l'obscurité, que l'anneau lumineux fait aussi le tour complet à l'arrière. Et pour ce modèle-ci, qui est la version Overdrive, il arbore également le fameux badge Quattro avec l'inscription Audi Quattro si caractéristique. Maintenant, passons à l'arrière du véhicule. Ici, nous avons une surface soft touch et aussi, avec, vous savez, on peut vraiment appuyer derrière cet insert en tissu, puis ici pour les haut-parleurs et ce bois ondulé, je l'appellerai ainsi, avec l'intégration de l'éclairage AMOLED, toujours de la microfibre au niveau des sièges arrière chauffants ainsi que sur le bas des portes. Alors ouais, c'est d'ailleurs la seule partie en plastique noir dur. Déverrouillage électrique des portes, mais vous avez aussi la sécurité manuelle de secours. Et là, aussi du microfibre pour les sièges arrière. Également perforé, puis la lettre Audi ici, très visible. Également en microfibre claire, le coussin pour l'appui-tête, on peut l'abaisser ici. Ensuite, on a des portes-gobelets juste là. Et encore de l'espace en dessous. Pas de trappe à ski ici du tout. C'est très courant sur le marché chinois. Et ici, les cachettes Isofix, elles sont vraiment bien dissimulées comme ça. Sinon, celles-ci améliorent le confort dans la partie basse. Mais avec l'électrique, il y a un souci. Les batteries sont en dessous. Et si vous n'avez pas un type de construction SUV, mes pieds sont relativement hauts quand on a de longues jambes. C'est pourquoi vous avez donc, ouais, cet angle de jambe. C'est peut-être pas l'idéal, vous voyez ce que je veux dire. Bon, vous avez quand même pas mal d'espace ici. C'est pas le plus haut par contre. Pour la hauteur de plafond, ça reste compatible avec 1,89 m, 1,62 m. Et il reste un peu d'espace pour les genoux. Ce n'est vraiment pas la position de conduite la plus confortable pour les grands adultes. Mais l'espace demeure néanmoins suffisant. Et une fois de plus, les choix de matériaux se révèlent très sophistiqués après la démonstration de tant de fonctionnalités. Face à une telle qualité de finition intérieure, on est en droit de se demander où se trouve le piège. Rappelons que les essais de conduite, les tests d'efficacité énergétique et l'évaluation des systèmes d'assistance restent à venir. Il pourrait bien y avoir une surprise au niveau du coffre, dont l'ouverture s'effectue soit via la télécommande, soit en appuyant précisément entre les lettres U et D. Et voilà, et puis c'est pour moi une sorte de forme de brake qu'ils appellent Sportback, mais un accès facile ici au coffre. Ça rentre aussi en dessous côté hauteur sans problème.
Avec 350 litres, c'est un peu profond. Vous voyez, ça fait environ 92 cm de large, soit 36 pouces. Alors ce n'est pas trop large, juste dans cette partie tout au fond ici. Par contre, la longueur, elle est plutôt sympa. Alors là, on est à environ 1,10 m. Et si on le rabat ici, avec un partage 2 tiers sur 1 tiers, ça ne s'aplatit pas entièrement. Et pour le siège conducteur, je suis ici à environ 1,90 m ou 75 pouces. La seule limite est donc essentiellement la largeur, un tout petit peu. Cette partie supérieure ici, je peux aussi l'étendre comme ça et comme ça. Et ensuite, voilà. Et du coup, on peut aussi obtenir une vision plus claire de ce qu'on peut vraiment réaliser et observer. Et nous voici ici avec une hauteur de 25 pouces, soit 64 cm. Permettez-moi de vous offrir une perspective complète, comme vous pouvez le voir ici. Oui, je pense que ça fonctionne toujours comme un break, peut-être avec une petite limitation au niveau de la largeur juste là. En dessous, il n'y a rien à soulever. Bon, conduisons d'abord la version à 4 roues motrices. Accélération, on y va. C'était genre de 20 à 120, quelque chose comme ça. Ouais, 3,4 secondes, c'est le chiffre officiel pour le 0 à 100 ici avec le modèle Quattro à 4 roues motrices. Et ça te donne vraiment de l'adrénaline, c'est sûr. En plus, la Liamita s'est encore déclenchée. Et ce qui est étonnant, encore une fois, c'est d'obtenir ce genre de performance à ce prix-là. Ouais, je me suis dit ça aussi, que le prix n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on trouve habituellement sur le marché européen ou américain. Mais quand même, si on y pense, celui-ci est moins cher que la Model 3 Performance. C'est quand même très correct de ce côté-là, c'est certain. Donc c'était un mode dynamique. Ici aussi, la suspension pneumatique est réglée sur un peu plus ferme, plus de sensation de la route. Donc ici, suspension pneumatique et direction arrière. C'est surtout à basse vitesse qu'on remarque la direction arrière, particulièrement dans les virages serrés. En mode dynamique, la suspension pneumatique offre une meilleure adhérence à la route. Quand je change de voie, tout reste parfaitement stable. Je ressens vraiment les subtilités de la route un peu plus que lorsque je suis en mode dynamique. Ce réglage est donc parfait pour les routes de montagne en conduite dynamique, ce qu'on fera un peu plus tard. Et c'est sympa aussi quand tu changes de voie rapidement. J'adore que la direction soit plus réactive en mode dynamique. Par contre, quand je suis en mode confort, la suspension pneumatique est réglée de façon à être vraiment plus flottante. Mais du coup, la direction devient beaucoup trop légère à mon goût. Mais en réalité, si je possédais la voiture, j'utiliserais le mode individuel pour pouvoir, par exemple, régler la direction sur le côté plus rigide du mode dynamique et la suspension sur le mode doux du confort. Voilà ce qui serait pour moi la configuration idéale. Et ça me convient aussi parfaitement. Ils utilisent ici la direction progressive typique d'Audi. Mais comparativement aux versions européennes, ils ont tout de même configuré la direction de manière nettement plus souple. En effet, ça change selon le mode, d'où le choix du dynamique pour la direction. Mais c'est toujours en comparaison des modes qu'on a en Europe. La direction est plus souple. Ce qui est très remarquable, clairement, par rapport aux autres véhicules électriques chinois au niveau de la suspension et aussi, par exemple, par rapport à son homologue de la SAI Corporation, le modèle IM ici, qui est en quelque sorte son frère technologique. Ici, ils ont réitéré cette configuration sportive allemande clairement avec la suspension pneumatique. La plupart des autres voitures électriques chinoises que j'ai conduites avaient effectivement une suspension plus souple. Ici, ils ont vraiment voulu insuffler l'esprit allemand. L'accélérateur et le frein sont sensibles, mais d'une grande facilité à maîtriser. Et ils ont également adopté cette philosophie de récupération. Quand vous lâchez l'accélérateur, la voiture roule librement et vous gérez la récupération via la pédale de frein, donc à l'opposé de Tesla où ils mettent toujours l'accent sur une récupération vraiment forte quand on lève le pied de l'accélérateur. Et on voit que serrer la voie de gauche est aussi une chose ici en Chine, clairement de temps en temps. Ouais, des fois c'est le Far West ici en matière de conduite, mais quand j'attends que cette voiture devant nous nous double, on pourra rouler un peu plus vite. Parlons des rétroviseurs numériques. C'est une application très intéressante parce qu'on n'a pas besoin, vous savez, de trop regarder vers l'extérieur, donc c'est cool. Où il est réellement placé.
Il est également vraiment grand et large. Ce qui peut être irritant, cependant, surtout si vous avez des verres bifocaux, là, c'est une catastrophe. Et aussi, avec un changement de mise au point, ma vision est longue vers la route. Les rétroviseurs normaux le sont aussi, mais cet écran est toujours en mise au point courte. C'est un problème biologique inhérent à l'œil humain, tu sais, surtout quand on commence à prendre de l'âge. Et j'ai moi-même pu constater ce phénomène personnellement. Tu vois, la souplesse naturelle du muscle de l'iris commence à décliner graduellement, ce qui rend ce type de système, à mon avis, totalement inadapté à la situation. Une très bonne application, mais je préfère toujours les miroirs classiques. Pour les miroirs numériques, je pense que c'est l'une des meilleures applications que j'ai vues jusqu'à présent. Donc voilà essentiellement la différence sur ce point. Une des principales questions était aussi, est-ce que ça reste de l'Audi dans ses gènes? Et on le sent avec cette combinaison de sportivité et de suspension confort, et on le sent aussi avec la direction progressive qu'on a cette je dois la dépasser par la droite à un moment donné, vous savez, pas utile, désolé pour ça. Donc maintenant, on peut rouler à 120 km/h comme c'est autorisé ici. Ouais, très silencieux aussi. Ouais, donc on a la double isolation avant et arrière, et dans cette finition haut de gamme, il y a la vitre arrière supplémentaire en verre acoustique et aussi les petites vitres latérales arrière également acoustiques. Même à une vitesse de 120 km à l'heure, l'habitacle reste très calme et remarquablement silencieux. Donc, ouais, ça irait aussi bien sur l'autoroute allemande, clairement, d'avoir cette configuration si calme ici. Et quand Léa dit ça, c'est une experte en la matière, c'est certain, il y a toujours beaucoup de trafic et de bruit de roulement sur les autoroutes chinoises. Donc tu peux vraiment comparer ça très très bien. La tenue de route directement par la suspension est aussi parfaite. Ce qui pourrait être amélioré, surtout pour un usage européen ou américain, c'est encore une fois pour moi la position de conduite qui n'est pas idéale pour les grands conducteurs. Je pense que si l'on est moins grand que moi, on ne s'en rend probablement même pas compte. Mais personnellement, je suis vraiment assis assez haut dans ce véhicule. Alors qu'en comparaison directe avec l'Audi A6 e-tron, on est plus bas. Le siège, vous savez, il vous enveloppe un peu plus, on est vraiment bien calé dedans. Et donc pour moi, il devrait être un peu plus souple au niveau de l'ischion, là où on est vraiment en contact avec la mousse du dossier. Mais en même temps, j'aimerais être plus basse dans le véhicule. Ouais, c'est toujours un défi, bien sûr, avec les plateformes électriques, parce qu'il faut loger la batterie en dessous, dans la partie inférieure. Ouais, donc c'est vraiment la seule chose qui me dérange un peu quand je conduis. Il faudrait un peu plus de place pour les genoux. Il faudrait un peu plus d'espace pour s'asseoir sur le siège. C'est ça le truc. Surtout pour un grand conducteur européen, on le remarque ici. Mais à part ça, comme je l'ai dit, que ce soit la suspension, l'isolation phonique ou la façon dont la voiture délivre la puissance de manière très fluide, tout est vraiment très bien réalisé. Et on pourrait facilement imaginer que cette voiture connaîtrait un vrai succès sur les marchés européens et américains, surtout si elle est commercialisée à un prix vraiment attractif. Et ce que j'ai aussi remarqué, c'est que la voiture reste relativement calme en accélération et au freinage, en longitudinal, comme la Kia par exemple. Quand j'accélère, elle n'a pas de système hydraulique individuel spécifique comme sur la Porsche ou la NIO, mais elle reste vraiment droite et posée. Et c'est aussi là que l'équipe d'ingénieurs allemande, surtout, a travaillé ici avec l'équipe chinoise d'Audi pour appliquer ce réglage de suspension spécifique qui la différencie aussi. Par rapport au modèle frère de la coentreprise, et encore une fois, quand je fais des changements de voie à haute vitesse comme ça, je ne changerai pas de voie aussi vite dans la vie normale, hein? Mais là, c'est super amusant, non? Donc c'est déjà très amusant de la conduire sur l'autoroute. Et puisque nous pouvons rouler librement maintenant à environ 120 km à l'heure, je peux aussi vous parler de la consommation parce que c'est bien sûr toujours crucial avec ces véhicules électriques. Vous l'avez peut-être aussi vu ici avec la caméra d'action, cette répartition dans la transmission intégrale. Et nous avions plus de puissance sur les roues avant quand je faisais une accélération brutale tout à l'heure. En conduite normale, pour une efficacité optimale, c'est toujours 100% à l'arrière. Donc le moteur avant n'est pas utilisé du tout. Vous n'avez donc pas de consommation d'énergie supplémentaire à cause de ça. C'est aussi une bonne idée. Du coup, le moteur avant ne sert que quand c'est vraiment nécessaire.
Et ça montre aussi que l'idée est « et ». Rendons-la à tendance arrière. Donc elle est encore plus à tendance arrière que la transmission intégrale 4 roues classique, comme avec le différentiel à glissement limité. Et vous savez, il y a eu ce débat sur le 4 Ultra, plus orienté avant. Mais ici, on vise clairement une forte tendance arrière dans cette transmission intégrale Quattro. Et ça fonctionne plutôt bien ici sur l'autoroute. Et on peut aussi, testons ici le... Oh là, ça y est, la conduite automatique. Donc c'était un changement de voie par la voiture elle-même et aussi là qui tourne le volant toute seule. Là, le mode le plus sophistiqué vient de freiner un peu au hasard. Le mode le plus sophistiqué ne fonctionne que lorsque vous avez aussi une navigation GPS configurée. Et au fait, donc là, Léa pouvait regarder un film sur ce côté où elle pouvait aussi, par exemple, avoir le mode écran carte complet. Ça a l'air plutôt classe aussi, ce truc. Et j'ai déjà pas mal d'expérience maintenant avec ce système de conduite complètement automatique. Toujours niveau 2, niveau 3, toujours interdit en Chine. Main sur le volant. Mais ils rendent les systèmes de plus en plus élaborés. Et les autoroutes fonctionnent plutôt bien ici. C'est aussi fluide. Ça change de voie complètement tout seul aussi. On pourrait même s'en servir en ville. Je l'ai déjà utilisé en ville. Et parfois, ça marche très bien, de manière fluide et sans problème. Mais il y a aussi des situations où peut-être que la conduite automatique est un peu trop agressive, je trouve. Et je pense qu'ils s'adaptent un peu au marché parce qu'ici, des fois, il faut juste foncer, tu vois ce que je veux dire. En Allemagne, on attend souvent, on laisse passer. On attend que les piétons traversent. Et ici, parfois, tu es bloqué si tu fonces pas. Tu vois ce que je veux dire? Ici, c'est aussi bien fait. Changement de voie automatique. Et ça le fait assez rapidement. C'est ce que je veux dire. Les systèmes allemands sont plus axés sur la sécurité, plus réservés, et le démarrage ne sont pas aussi fluides. Et je veux dire, c'est déjà un bon système dans l'ensemble, mais ce qui est vraiment intéressant ici, ce qu'il faut surtout noter, c'est que les fabricants chinois, eux, ils ont une approche beaucoup plus audacieuse. Ils sont prêts à prendre un peu plus de risques, à tester les limites du système pour offrir une expérience plus dynamique aux conducteurs, même si parfois ça peut sembler un peu moins prévisible au premier abord, mais c'est ce qui rend la comparaison si fascinante. Ils sont souvent présentés comme bien plus avancés en conduite autonome. Et puis, on entend souvent dire que les constructeurs allemands sont vraiment à la traîne, mais je ne dirais pas ça, ici un autre. Avertissement de ligne dans le rétroviseur digital signalé aussi sur les instruments. Là, il fait le changement de voie et puis il devrait réaccélérer juste ici. Je peux encore conduire en douceur moi-même, mais c'est le seul système qui atteint un niveau d'élaboration vraiment plus poussé. Test complet sur la iX3 bientôt, déjà testé le prototype. C'était le système le plus fluide que j'ai jamais testé jusqu'à présent. Oh, il y a comme du papier sur la route. Je faisais moi-même la manœuvre d'évitement, histoire d'être vraiment prudent. Ouais, ce genre de truc peut aussi arriver en direct sur bande ici, sur Autogrufule. Je pense qu'il faut différencier ici. Sur l'autoroute, il assure vraiment, le système est plutôt fluide. J'aime aussi quand ils augmentent la vitesse, qu'ils aient le vrai clic Audi. Mais en ville, on a eu des situations un peu limites et il faut dire que surtout ici sur les routes urbaines chinoises, quand on roule plus lentement en ville, c'est vraiment difficile parce que les gens zigzaguent sans arrêt, ils empiètent sur ta voie, vont et viennent. C'est vraiment dur pour les systèmes d'aide. On devrait peut-être tester les voitures allemandes dans ce genre de situation parce que quand on les teste sur les routes allemandes, c'est clairement, disons, plus facile. Mais pour les systèmes d'assistance, il y a clairement encore beaucoup à venir de ce côté. Mais les visualisations que vous voyez ici, elles sont toutes extrêmement élaborées, ça fonctionne très cool. Je ne ferai pas confiance à 100% à ces systèmes, c'est pourquoi ils sont encore de niveau 2. Je peux aussi annuler moi-même, au fait, si vous voulez rouler un peu plus lentement ici d'ailleurs. Même quand je fais un changement de voie moi-même, je vois le détecteur d'angle mort là. Parfois en ville, il y a même comme un zoom automatique, ouais, mais non, je ne suis pas le plus grand fan de ça. J'aime toujours avoir ces rétroviseurs classiques, comme j'ai dit, à cause de la mise au point longue. Mais comme je l'ai dit, c'est la meilleure application que je vois ici pour l'instant, de manière fluide aussi avec la pédale de frein pour que vous puissiez appliquer la récupération. Le freinage mixte est également très réussi, on sent à peine que les freins mécaniques interviennent. Ils ne sont actionnés que quand on appuie vraiment fort sur la pédale, c'est là qu'on a les vrais freins. Et maintenant, on passe au modèle à propulsion pour se faire une idée.
Il reste à 5 secondes au chrono d'accélération, on passe en mode dynamique. Nous avons aussi la suspension pneumatique ici, parce que je veux monter sur cette route de montagne pour ressentir le caractère dynamique de ce véhicule. Comme je l'ai dit, nous avons la direction progressive ici. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de braquer autant. Du coup, très peu de braquage suffit et en mode dynamique, ça offre un peu plus de résistance. Personnellement, j'aimerais un peu plus de résistance. C'est d'ailleurs probablement aussi l'idée ici pour le marché chinois, pour donner une sensation plus légère. Quand la direction est plus légère, certains sentent la voiture plus légère. C'est aussi la stratégie, c'est aussi ce qu'a fait BMW avec la série 3, par exemple, que je critique aussi de temps en temps. Tu le sais quand tu es abonné. Et là, pour être honnête, comme je le disais, j'aurais vraiment besoin d'un peu plus de progressivité, de plus de retours concrets. Donc là, le vrai point fort, c'est que c'est pas juste une histoire de suspension, comme je le disais, mais c'est vraiment l'ensemble du ressenti au volant qui est nettement plus homogène et cohérent que ce qu'on trouve généralement chez la concurrence. Mais aussi, via le châssis, ils ont essayé d'apporter une configuration plus allemande, pas 100% allemande, mais plus allemande à ce véhicule ici pour que tu aies une meilleure sensation pour la voiture. Et ensuite, il faut penser qu'on a la batterie de 100 kWh ici, donc c'est un véhicule lourd malgré tout. Et pour ça, il se comporte plutôt bien, donc beaucoup de plaisir à le conduire ici, à en profiter. Et aussi la réponse de l'accélérateur et comment la décélération se fait via la récupération est vraiment fluide. Je peux enfin avoir le contrôle, tu vois, de ce que je fais. Et la direction arrière aide aussi à basse vitesse parce qu'alors les roues arrière tournent dans la direction opposée aux roues avant créant. Pour ainsi dire, un empattement plus court en simulant un empattement plus court, ce qui signifie qu'on est plus agile en ville. On pourrait aussi utiliser ça, par exemple, pour faire des demi-tours très serrés, là où d'autres véhicules doivent reculer. Et nous pouvons le faire en un seul virage, donc c'était vraiment super de faire ça. Et ici, ça aide aussi dans ces virages agiles, donc beaucoup de plaisir. Elle a vraiment une sacrée dynamique de conduite, et surtout, elle ne donne pas du tout l'impression d'être aussi longue qu'elle l'est en réalité. Comment ça se passe pour l'IA en fait? Parce que, oh, c'est bon, Mm, toi aussi, okay, tu... yeah. Maybe I need Oui, to elle aurait I need vraiment besoin de la yeah, poignée maintenant pour yeah, négocier I ses miss it. virages. Je veux dire, on conduisait l'Audi A6 e-tron à Tenerife de manière très agile. C'était mieux Yeah, en conduite yeah, dynamique. yeah, Ouais, ouais, ouais. yep, Alors c'est yep. peut-être je veux dire, il doit bien y avoir encore quelque chose. Tu sais, l'Assis e-tron est un véhicule bien plus cher si on le compare sur le même marché. Et c'est peut-être quelque chose comme la façon dont le châssis se comporte, tu sais, là où le produit allemand d'origine reste encore un cran au-dessus. Je serais surpris que ce ne soit pas le cas, mais il faut quand même dire qu'il se comporte extrêmement bien, surtout si on considère aussi le rapport qualité-prix. Oui, et si on le compare à certains de ses concurrents, par exemple, la suspension de la Tesla est bien plus rigide, vraiment beaucoup plus ferme. C'est pourquoi sa tenue de route est plus karting, mais on perd en confort. L'avantage ici, c'est que j'aime la conduite sportive de ce modèle. En même temps, il n'y a aucun compromis sur le confort. Peut-être qu'ici, en mode dynamique, ouais, la suspension pneumatique est un peu plus ferme, mais en fait, c'est quand même bien, tu vois, en mode confort, c'est plus agréable. Mais ici aussi, c'est mieux pour Léa quand la suspension est un peu plus ferme. Ici, la direction arrière nous aide énormément dans ces virages très serrés. Alors plutôt cool ce qu'ils ont fait ici. Je vois ce qu'ils voulaient réaliser. Ils se sont dit, ouais, d'accord, on utilise une plateforme existante. On doit absolument tirer parti des économies d'échelle. C'est tout à fait compréhensible pour pouvoir toucher, tu vois bien, un public complètement différent, surtout sur le marché chinois. En même temps, grâce à la direction et la suspension et aussi la transmission de puissance des moteurs électriques, ils veulent le rendre, vu ce budget, aussi allemand que possible dans son ingénierie et je pense qu'ils peuvent très bien y parvenir ici. On devra peut-être le tester en confrontation directe avec un concurrent allemand, genre les conduire l'un après l'autre, c'est pas possible aujourd'hui, mais je peux vous dire que c'est vraiment amusant à conduire et encore une fois vraiment très impressionné par ce qu'ils ont pu livrer, surtout vu le prix. La seule question qui reste en suspens, c'est son niveau d'efficacité énergétique. Et nous avons testé en profondeur pour vous en roulant plus longtemps sur autoroute, car, encore une fois, où est l'astuce? Où est l'arnaque? Y a-t-il un piège?
Et nous avons aussi fait un test de charge rapide ici au superchargeur. Ici, nous avons pu atteindre un pic de 320 kW, donc pas tout à fait les 390, mais nous avons démarré de 17% à 80% en 17 minutes. Il promettait 10 à 80% en 17 minutes. Nous avons fait 17 à 80% en 17 minutes. 17 minutes, un résultat très respectable. Probablement que si la batterie avait été un peu plus chaude, avec un préconditionnement supplémentaire en partant de 10%, nous aurions pu approcher encore plus leurs chiffres. Mais c'était déjà très bon car la courbe de charge a maintenu autour de 300 kW pendant très longtemps et elle a même dépassé les 200 kW à 80%, ce qui reste un excellent résultat malgré tout. Comme je l'ai dit, on a aussi testé la consommation en obtenant une moyenne de 100 km par heure, 60 miles par heure sur autoroute. Rouler plus vite n'est pas possible ici. Il faudrait aller en Allemagne pour ça. Mais même à cette vitesse, on a atteint 22 kWh au kilomètre, soit 2,8 miles par kWh. C'est pas très efficace. Il y a des bagnoles bien plus sobres, tu vois. La Mercedes CLA, par exemple, on était carrément à 14 kWh sur le même parcours. Du coup, c'est clairement pas la voiture électrique la plus efficiente. C'est un inconvénient majeur, ça. Quand on pense au marché chinois maintenant, avec par exemple beaucoup de chiffres de Geely Corporation qui affichaient des résultats similaires, le truc c'est qu'ils ne se concentrent pas tellement sur ça ici parce qu'ils ont des vitesses plus basses, beaucoup de trafic en ville. Et puis, ce n'est pas vraiment crucial que ce soit hyper efficace. Le coefficient de traînée est plutôt cool, tu vois, il fait 0,25. C'est bien. D'autres facteurs expliquent peut-être son manque d'efficacité. Ce serait donc un point négatif en Allemagne à haute vitesse, car de façon réaliste, l'autonomie réelle ne serait alors que d'environ 450 km, soit 280 miles, pour la grande batterie de 100 kWh. Alors, quel est le piège? C'est peut-être celui-là, mais n'oubliez pas que c'est une carrosserie très moderne. La finition à l'intérieur est vraiment exceptionnelle, et pour la technologie, c'est un retour aux interfaces physiques, etc. L'habitacle est assez spacieux. Ouais, le coffre est un peu juste, la position de conduite est perfectible pour les marchés européens et américains, les sièges pour les grandes tailles, ouais, et niveau efficacité, c'est vraiment pas le top. Mais la conduite est excellente aussi bien avec la propulsion qu'avec la transmission intégrale. Testé exprès pour vous, essai de recharge pour vous, autonomie testée pour vous. Notre objectif principal est de vous offrir la meilleure expérience possible avec ce nouveau modèle Audi. Et vous avez votre mot à dire. Au départ, j'étais vraiment sceptique. Je me demandais qu'est-ce qu'ils font. Mais maintenant, en comprenant l'histoire, c'est vraiment un véhicule électrique extrêmement adapté, particulièrement pour le marché chinois. Et ça fonctionne déjà comme nous l'avons constaté. Avec les premiers chiffres de vente obtenus, je pense donc que c'est une bonne étape pour le marché intérieur chinois et ça pourrait aussi être un pas intéressant si on pense à d'autres marchés où la proposition prix-performance est plus avantageuse que celle de l'Audi d'origine. Il pourrait offrir une efficacité énergétique améliorée, une dynamique de conduite supérieure, ainsi que d'autres fonctionnalités intéressantes. Mais celle-ci vise clairement, vous savez, un public un peu plus jeune qui recherche peut-être des attentes différentes des autres clients. Et le deuxième aspect important, ce sont certaines fonctionnalités comme les molettes arrière tournantes et le retour au design, vous savez sans dos brillant à l'intérieur. C'est aussi ce que nous voulons voir avec nos Audi en Europe et aux États-Unis. Donc, elles s'influencent mutuellement, vous savez, les différentes équipes de design d'Audi à travers le monde. Et c'est pour ça qu'on voit aussi les similitudes avec l'Audi Concept C dans ce qu'on voit cette semaine, justement. Et ça me redonne carrément énormément d'espoir pour la marque. C'était vraiment une expérience super intéressante, ce truc. Aimeriez-vous voir ce modèle également circuler sur les routes européennes ou nord-américaines? Dites-le moi dans les commentaires. Et maintenant, passez à la revue de l'Audi Concept C ou de l'Audi A6 e-tron.